Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons reparler d'oscillateurs harmoniques quantiques unidimensionnels. Nous allons introduire des nouveaux états qu'on appelle états quasi-classiques. Donc jusqu'à présent, les états qu'on a introduits sont les états nombres, donc les états n, qui sont les états propres de l'opérateur nombre. Donc ces états sont également des états propres du hamiltonien, donc ce sont des états stationnaires, c'est-à-dire que si j'ai un ket psi qui à l'instant initial est un état nombre n, et bien à un instant ultérieur, son évolution est donnée par un simple terme de phase exponentielle moins i ent sur h bar. Donc quelle est la conséquence de ça quand on prend la valeur moyenne d'observables sur ces états? Eh bien, par exemple, regardons ce qui se passe pour la valeur moyenne de la position. Eh bien c'est nx n, qu'on peut calculer en remplaçant x par son expression en fonction de a et de a croix. Ça donne 1 sur racine de 2 facteur de donc n a plus a croix, n. Quand je fais agir a croix sur n, je fais sortir n plus 1, qui est un produit scalaire avec n va faire 0, et quand je fais agir a sur n, je fais sortir n moins 1, qui est un produit scalaire avec n va faire 0. Donc cette valeur moyenne est nulle. De la même manière, on aurait pu montrer que la valeur moyenne de P est nulle. Donc ce comportement des états nombres est un comportement qui est extrêmement éloigné d'un comportement classique. Si vous prenez un système masse-ressort, eh bien la masse du système masse-ressort a une position et une impulsion qui varient au cours du temps. Donc le comportement classique, quel est-il? Eh bien, on peut écrire les équations du mouvement pour un oscillateur harmonique, donc dp sur dt égale moins oméga x, j'utilise ici des variables adimensionnées, et dx sur dt égale oméga p. Quand on résout ces équations du mouvement, on obtient les solutions oscillantes, x de t égale x0 cosinus oméga t plus p0 sinus oméga t, et l'impulsion qui oscille de la même manière en quadrature par rapport à la position. Alors, regardons graphiquement ce qui se passe dans l'espace des positions pour l'oscillateur harmonique classique. Donc ici, j'ai représenté en abscisse la position et en ordonnée l'énergie potentielle harmonique. Donc le système a une énergie E fixée, il est représenté par cette boule noire qui oscille à l'intérieur du potentiel harmonique. On a l'échange entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, comme vous le savez. On peut représenter également l'évolution du système dans l'espace des phases. Donc l'espace des phases, c'est l'espace XP, dans lequel le système a une trajectoire qui est un cercle. Alors pourquoi la trajectoire du système est un cercle? Eh bien parce que l'énergie est proportionnelle à x carré plus p carré, donc l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, qui est une constante puisque l'énergie est fixée. Et x carré plus p carré égale constante, c'est bien l'équation d'un cercle. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut trouver des états, qui donc du coup ne vont pas être des états stationnaires, qui permettent de retrouver ce comportement? Donc on va chercher un état psi de t qui soit tel que la valeur moyenne de la position x sur cet état psi de t coïncide avec la trajectoire classique, x de t. Et de la même manière, la valeur moyenne de l'impulsion, p, sur cet état psi, coïncide avec l'impulsion classique. Donc ça, c'est la première condition, c'est que ces états suivent en moyenne la trajectoire classique. La deuxième condition, si on cherche des états qui ont un comportement relativement classique, eh bien c'est que delta x et delta p soient les plus petits possibles. Alors delta x et delta p, on ne peut pas les prendre nuls puisqu'ils sont contraints par l'inégalité d'Heisenberg, mais par contre on peut quand même les choisir les plus petits possibles. Donc le plus petit possible, ça signifie par exemple qu'on peut se mettre dans la situation où on a delta x delta p qui est égal à 1,5, avec, par exemple, si on y arrive, delta x égale delta p égale 1 sur racine de 2, c'est-à-dire qu'on répartit l'incertitude équitablement entre x et p. Donc si on arrive à trouver de tels états, eh bien dans ce cas, on les appellera des états quasi-classiques. Alors, afin de trouver de tels états, revenons sur le processus qui nous a permis de quantifier l'oscillateur harmonique. Donc on avait le nombre alpha, nombre complexe qui représente la position du système dans l'espace des phases, 1 sur racine de 2 facteur de x plus ip. Donc je vous rappelle,
l'espace des phases x, p, le nombre complexe alpha, représente la position du système dans cet espace, c'est ce nombre qui effectue des cercles centrés sur l'origine lors de l'évolution du système. Donc pour quantifier, on a remplacé alpha par l'opérateur d'annihilation A. Et donc on a introduit l'opérateur d'annihilation comme étant 1 sur racine de 2, x opérateur plus ip opérateur. Donc chercher des états qui vont suivre en moyenne les trajectoires classiques, on aurait envie de chercher des états qui soient très proches d'être à la fois des états propres de x et de p. Ça évidemment c'est impossible parce que c'est interdit par les inégalités d'Heisenberg, mais quand on voit le lien entre alpha et a ici, on se dit que si on cherche des états propres de a, eh bien peut-être qu'on ne va pas être trop loin de cette situation-là où on a des états propres qui sont à la fois des états propres de x et de p. Donc cherchons des états propres de A, c'est-à-dire des états tels que A alpha est égal à alpha alpha, ce qui signifie, en remplaçant A par son expression en fonction de x et p, que x plus ip appliqué à alpha est égal à x plus ip alpha. Donc on va supposer l'existence de tels états, c'est-à-dire des états alpha tels que A alpha égale alpha alpha, et on va regarder s'ils vérifient ou pas les conditions qu'on s'est imposées auparavant. Donc en particulier, on va calculer la valeur moyenne de x et la valeur moyenne de p, et vérifier si ces états suivent bien en moyenne la trajectoire classique. Donc la valeur moyenne de x, c'est donc alpha x alpha, qu'on peut calculer en remplaçant x par son expression en fonction de a et de a croix. Ça donne 1 sur racine de 2 alpha a plus a croix alpha. Ici, je sais faire agir A sur le ket alpha à droite, puisque j'ai cette expression ici. Mais par contre, je ne sais pas faire agir A croix sur alpha. Ce que je peux faire, en revanche, c'est écrire cette expression sous forme de bras, retourner cette expression, pour obtenir bras alpha A croix, qui va être égal à alpha étoile bras alpha. Auquel cas, dans la valeur moyenne de x, eh bien, je vais pouvoir faire agir A croix non pas à droite, mais à gauche sur le bras alpha. Donc ce que j'obtiens, c'est 1 sur racine de 2, facteur de alpha plus alpha étoile, qui n'est autre que la position x. De la même manière, on aurait pu montrer que la valeur moyenne de l'impulsion sur un état alpha, eh bien, c'est p, l'impulsion classique. Donc, les états alpha, s'ils existent, ils suivent bien la trajectoire classique en valeur moyenne. Maintenant, regardons ce qui se passe pour la variance de x et de p. Alors, delta x au carré, c'est égal à la valeur moyenne de x carré moins la valeur moyenne de x au carré. La valeur moyenne de x, on l'a déjà calculée sur le transparent précédent, c'était donc x au carré. Et donc il nous reste à calculer le premier terme. Donc on remplace x par son expression en fonction de a et de a croix, et puis on développe le carré, donc ça nous donne 1/2, facteur de a croix carré plus a carré plus a croix a plus a croix alpha moins x carré. Alors dans cette expression, on va faire agir de la même manière que tout à l'heure a à droite et a croix à gauche, quand c'est possible, parce que là, on se rend compte que pour ce terme-ci, a croix, eh bien, on ne peut pas faire agir a à droite et a croix à gauche, il faut d'abord faire commuter les deux termes, grâce à la relation de commutation entre a et a croix, pour obtenir l'identité plus a croix a. Auquel cas, au final, ce qu'on obtient, c'est 1/2, facteur de la valeur moyenne de a croix carré, c'est-à-dire alpha étoile au carré, plus la valeur moyenne de a carré, c'est-à-dire alpha carré, plus 2 fois la valeur moyenne de a croix a, c'est donc 2 modules de alpha au carré, plus la valeur moyenne de l'identité, c'est-à-dire 1, et moins x carré. On reconnaît le développement
de alpha plus alpha étoile au carré, qui n'est autre que 2 fois la position au carré. Ce qui fait qu'au final, il nous reste seulement 1 demi. Donc de la même manière, on aurait pu trouver que delta P au carré est égal à 1 demi. Et donc on a bien la relation delta x delta P égale 1 demi, donc on a avec delta x égale delta P égale 1 sur racine de 2. Donc on a bien quelque chose qui va se rapprocher le plus possible d'un état classique. Pour conclure, regardons ce qui se passe dans l'espace des positions. Dans l'espace des positions, à gauche, j'ai représenté donc l'évolution de la fonction d'onde d'un état quasi classique en noir en fonction du temps. Donc cette fonction d'onde a une forme gaussienne, ça c'est quelque chose qu'on calculera en travaux dirigés, et donc la valeur moyenne représentée par la boule noire ici a la même évolution temporelle que la masse d'un système masse-ressort classique. J'ai également représenté derrière en bleu la fonction d'onde d'un état nombre, n égale 1, qui, elle, n'évolue pas dans le temps. À droite, sur l'espace des phases, on voit que, en valeur moyenne, la trajectoire suivie par les états alpha, eh bien, ce sont des cercles, c'est-à-dire la trajectoire classique. Mais si on arrête l'évolution à un instant t, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine largeur en x, contrairement à la situation classique, et que cette certaine largeur, c'est 1 sur racine de 2, et une certaine largeur en p, qui vaut également 1 sur racine de 2. Donc ces états quasi-classiques, on les appelle aussi états gaussiens, parce que leur fonction d'onde est une fonction d'onde gaussienne, et on les appelle également états cohérents. C'est comme ça qu'ils ont été nommés quand ils ont été introduits par Roy Glauber, qui a eu le prix Nobel en 2005 pour l'introduction justement de ces états cohérents. Pourquoi il les a appelés états cohérents? Parce que ces états servent à décrire la lumière issue d'un laser, et le laser, comme vous le savez, en optique, est une source de lumière cohérente. Ces états sont extrêmement importants en optique quantique, puisque la lumière émise par le laser est à l'origine de n'importe quelle expérience d'optique quantique.